Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je suis avec Joël Gagnon, l'un des cofondateurs du premier pub ludique Randolph, créé en 2012 à Montréal. Aujourd'hui, Randolph s'est développé et regroupe 8 pubs ludiques, une maison d'édition et une activité de distribution de jeux. L'entrepreneur québécois a désormais la casquette de chef du studio Randolph. J'ai interviewé Joël en février dernier à l'occasion du Festival international des Jeux de Cannes. Je suis avec Joël sur le Festival international des Jeux de Cannes. Merci d'être présent à mon micro. Bienvenue sur le podcast. Ça fait plaisir. Voilà, tu as traversé l'Atlantique. Ouais, on essaie d'être en France au moins une fois par année. Ouais, ça fait déjà quelques années que vous faites le déplacement là. Ben moi, ça fait longtemps que je viens au festival à titre de participant ou de distributeur. OK. Mais ça fait à peu près 5 ans que je viens à titre d'éditeur. OK. Moi, j'ai envie de connaître un peu ton parcours dans ce monde ludique, parce que tu es l'un des créateurs du Randolph. Voilà, Alors, ouais. et tu as plusieurs casquettes, du moins plusieurs casquettes tout au long de ton parcours aussi au sein du Randolph. Je ne sais pas par où on commence peut-être. Déjà, est-ce que tu étais joueur, j'imagine, avant de démarrer cette aventure? Oui, j'ai été joueur. En fait, c'est mon frère qui m'a un peu montré mes premiers jeux. Il m'a donné une boîte de Citadelle OK. à 17 ans, à mon souvenir. Et c'était un cadeau de Noël qui a fait beaucoup de chemin parce que j'ai tellement joué à Citadelle. Ça a vraiment été mon jeu à moi. Je jouais à 2 jusqu'à 8. Je le montrais à n'importe qui, à des inconnus, à ma famille. Donc, ça a été mon premier jeu. Et à partir de là, à chaque fois que j'allais chez mon frère, on essayait un nouveau jeu à chaque semaine. Puis moi, j'avais toujours le réflexe de dire, mais on a appris un nouveau la semaine dernière, pourquoi qu'on ne joue pas au même jeu? Et mon frère me montrait toujours des jeux. Et éventuellement, j'ai comme compris que OK, ça finira jamais. Là. Il y en aura toujours des nouveaux. C'est ça. Et après, j'ai eu la chance de travailler au Valet de Cœur à Montréal, qui est une boutique mythique de Montréal. C'est là où est-ce que j'ai comme confirmé ma passion un peu. Là. En travaillant là, tu t'interagis plus avec le milieu du jeu, avec l'industrie. Ça a été mes premières expériences avec vraiment l'industrie. Puis c'est là que j'ai confirmé que ça allait être ça ma voie pour le reste de ma vie. Mais tu sais, ça a été très tôt, là, à 19 ans. J'ai comme connu que l'industrie du jeu, en fait. Et tu avais fait des études un peu dans un domaine comme ça, de projet, de choses ou pas du tout? Moi, j'arrivais à Montréal dans l'optique d'étudier en cinéma. D'accord. Quand je suis rentré en cinéma, j'ai commencé mes études et pendant que je travaillais au Valet de Cœur, il y a un réalisateur qui débarque au Valet pour acheter des jeux de société. Puis je lui conseille, il est en train d'acheter Porto Rico. Et tout se passe bien. Et par hasard, je lui demande, « Hey, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis il me dit, « Ben moi, je suis réalisateur. » Puis moi, je fais, « Ah, ben c'est super, c'est ce que je veux faire, moi. » Puis il dit, « Ah oui, toi aussi, tu veux pas avoir de vie et ne jamais voir tes enfants et pas avoir d'argent. » Puis là, j'étais comme, non, c'est pas tout à fait ça que j'avais en tête. Là. C'est comme ça qu'il te l'a présenté, on va dire. Ça m'a donné un gros coup dans de la réalité de, peut-être que c'est peut-être pas la meilleure chose. Et j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire autour du jeu? Parce qu'à l'époque, on est en 2006. OK. Et en 2006, l'industrie du jeu n'est pas ce qu'elle est du tout. Même Trick Track, là, ça commence. C'est des prémices, ouais. Ce que je voyais, mon analyse en 2006, c'est il y a tout à bâtir. Ouais. On peut tout faire. C'est une culture, c'est un monde culturel en entier qui ne sait pas qu'il existe encore. C'est ça. Et donc, je suis arrivé là en mode, on va le bâtir. On va le faire. Ah, c'est chouette. Et là, après ça, j'ai fait des études en animation, communication, parce que j'avais déjà un projet à l'époque de café-jeu potentiel. Donc, ça traînait dans un coin de la tête déjà? Oui, dès que j'ai commencé mes études en communication, j'ai parti une soirée de jeu où est-ce que j'ai fédéré une communauté autour de moi. Oui, tu as fait de l'animation aussi, hein, Oui, un parcours d'animateur. OK. J'étais dans les bibliothèques, dans les écoles, tout seul. J'avais ma petite valise d'animation, je me promenais partout. Tu faisais du freelance, en fait, à l'époque? Oui, exactement. Moi, ma vie allait très bien. J'avais ma petite soirée de jeu, j'avais mes petites animations. Tout était beau, tout était facile. Jusqu'à ce que, pendant mes soirées de jeu, j'ai des amis qui me disent « Ouais, mais t'aurais pas pensé qu'on pourrait faire ça tous les jours dans un café à nous? » là? Puis là, je serais comme « Ouais, non, mais c'est trop compliqué, je veux rien savoir. Moi, les cafés, j'aime pas ça. » Puis quand j'ai entendu parler que mes amis étaient sérieux, j'ai dit « OK, donc, si on le fait, on va le faire correctement, on va le faire de la bonne façon. Mm-hmm. » C'est ensemble qu'on a bâti le concept de Randolph. Et même, c'est après nos conversations qu'on s'est rendu compte, mais en fait, c'est vraiment pas un café qu'il faut faire parce qu'un café, pour un café au Québec, c'est vraiment que pour le café. D'accord. Donc, nécessairement, il fallait faire un bar. Donc, l'idée de pub, pour nous semblait la meilleure
façon d'appeler notre concept. Et le pub ludique, ça nous semblait intéressant parce que c'était comme, c'est comme au lieu que ce soit un bar karaoké, c'est un pub ludique. Et pour nous, ça, c'est l'appellation qui nous semblait être la meilleure pour expliquer qu'est-ce qu'on allait faire. Et après, mais Randolph est arrivé beaucoup plus tard dans le processus parce que pour nous, c'était de dire Randolph parce qu'on célèbre les jeux contemporains. OK. À partir d'Alex Randolph et en montant avec Klaus Tauber et toute la série qui s'ensuit. Donc, ça nous a permis, avec notre nom, de clarifier ce qu'on veut. C'était quoi la démarche qu'on avait en fait. D'accord. L'idée, elle émerge à peu près à quelle période? Et le premier pub ouvre à peu près quand? Nous, en tant qu'associés, on s'est associés en 2011. 2011, donc, OK. Vous étiez 4. On est 4, oui. Ouais. En 2011, on a commencé à discuter ensemble. Et c'est en 2012 que le bar est ouvert. D'accord. L'été 2012. Ça nous a pris une bonne année à confirmer le modèle financier qui était erroné à la première journée parce que finalement, il n'y a rien de ce qu'on a prévu qui est arrivé exactement comme on l'a prévu nécessairement. Et ça nous a pris plusieurs mois juste à avoir le financement, trouver un local. Tout est plus long qu'on pense. C'est pas compliqué, là. Je veux bien croire, oui. Et il faut se dire qu'à l'époque, j'ai 25 ans et mes associés ont 25, 26 aussi, 27. On n'a rien dans la vie, on n'a rien à perdre. On se lance. Vous avez l'énergie, quoi. L'énergie et puis... Oui, de l'énergie, de la passion et une vision quand même qui était claire de on ne fait pas ça pour les gamers. On l'a vraiment, vraiment fait le concept pour n'importe qui veut avoir du plaisir. Et ça n'a jamais changé depuis l'origine et c'est ce qui a fait clairement notre succès. Ouais. Parce que quand tu rentres au Randolph, tu n'es pas dans un club de jeu, pas du tout. L'ambiance est présente, il y a des rires, c'est drôle. Et les animateurs sont là pour t'aider. Tu viens chercher la convivialité. Voilà. Même plus que... Tu es rendu à une autre étape de convivialité, là, c'est vraiment une belle ambiance. D'accord. Mais c'est sûr que le service d'animation qu'on offre aide beaucoup à faire monter la sauce parce que l'animateur, il est là pour te conseiller des jeux, faire évoluer en fonction de ta soirée. Donc, si plus ça déconne, plus ça va déconner. Okay. L'animateur, il comprend ça. Oui. Il est là vraiment à l'écoute et puis à observer finalement pour bien répondre aux attentes et aux envies. Ben oui, c'est ça la beauté, c'est qu'il va t'emmener où est-ce que ton groupe est en train d'aller tout seul de toute façon. Donc le premier pub ludique, il est ouvert à Montréal, le quartier latin, c'est ça? C'est le premier, le premier pub ludique. Et à ce moment-là, donc toi, tu fais quoi en fait? C'est quoi tes missions à ce moment-là? J'ai fait de l'animation tous les jours, parce qu'au début, on travaillait 6 jours semaine. J'ai animé des milliers de fois. J'ai dû animer Carcassonne 1000 fois, Avalon un autre 1000 fois. Ça n'a aucun sens. Là, double 2000 fois, ça n'a aucun bon sens. Même à un point où est-ce que ça devient un spectacle. Ouais. L'animation n'est plus de l'animation, c'est même plus de l'explication de jeu. Ça devient vraiment une routine avec des blagues chronométrées au moment près qui rendent ça super agréable pour les gens. Et pour moi, très instinctif. Très simple parce que c'est répéter les mêmes choses constamment. C'est théâtralisé, quoi. Voilà. Et donc, on a inspiré beaucoup notre équipe d'animation à cette époque-là. Nécessairement, il y avait beaucoup de gestion pour le développement de l'entreprise. L'avantage, c'est que mes associés se sont occupés du côté de la restauration, du côté bar, pour structurer cet aspect-là, pendant que moi, j'étais plus en salle. D'accord. Et aussi, il y avait tout l'aspect communication, marketing, qui était plus de mon côté à cette époque-là également. D'accord. Et Normand D'Amour était déjà dans le game à ce moment-là? Il est arrivé dès le départ. Oui. Pour info, Normand, c'est un comédien connu au Québec, même très connu. Une des choses qui a aidé à notre succès, c'est qu'on a créé avec son agente le lancement du Randolph. Okay. C'était en collaboration avec son agente qui était agence de relations de presse à l'époque. Elle nous a pris sous son aile pour nous faire connaître à tous les médias québécois. Elle avait les contacts, quoi. Elle avait les contacts et elle était capable de monnayer, en quelque sorte, la popularité de Normand pour aller chercher des contacts qui sont venus vraiment dans le bar. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des vraies entrevues télé. On a eu des vraies couvertures médias dans des médias nationaux, ce qui fait que du jour au lendemain, on a été connus par tout le monde. D'accord. Pendant 2 ans, j'ai entendu des gens qui étaient « Je vous ai vu à la télé! Je vous ai vu dans la presse! » C'était constamment. Donc, le lancement a été canon. Ça a frappé très fort. Et pour rendre effectivement la chose accessible à tous, c'était la meilleure chose. Exactement. Et de la façon que je l'ai compris par la suite, c'est que ça a créé 2 choses. C'est qu'en fait, c'est Normand, lors des entrevues qu'il a fait pendant notre ouverture, a dit haut et fort qu'il était joueur. Ça a créé ce que moi j'ai appelé son coming out de joueur. Et ça a comme dit aux gens, j'ai le droit de jouer. C'est pas la honte de jouer, quoi. C'est pas la honte, exactement. Et
ça a créé une petite ouverture chez les gens de « Ah, je peux redonner une chance au jeu peut-être. » Et là, ils sont venus chez Randolph. Et cette chance-là, nous, après, il fallait la prendre et essayer d'agrandir la porte un peu plus. On avait une soirée pour y arriver. Ouais. Donc, 3 jeux, tu comprends? Et c'est là où est-ce que, si les gens ont passé une bonne soirée, ils vont dire « Ah oui, bon, c'est bon, là, je comprends. » Et là, ils sont ouverts beaucoup plus. Et c'est pour ça que je trouve qu'au Randolph, on a créé ce qu'on appelle, de mon côté, des curieux. Donc, ce n'est pas des passionnés, mais ce n'est pas non plus des néophytes. Et Randolph, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire des gens qui vont acheter 3-4 jeux par année, qui sont intéressés par les jeux, qui sont joueurs, qui jouent énormément avec leur famille, mais qui ne connaissent pas nécessairement les médias ludiques, qui connaissent juste le Randolph et c'est leur façon de s'informer sur les nouveautés. C'est ça. Ils connaissent pas forcément les auteurs, les illustrateurs, tout ça. C'est pas voilà, ils viennent jouer quoi. Mais c'est des gens qui sont capables d'aller chercher, bien sûr, de jouer à Buster, puis qui vont adorer ça, qui vont jouer à des trucs quand même assez challengeants, mais qui vont pas penser à s'informer par eux-mêmes. Ouais, ok. Et alors, comment ça évolue tout ça? Parce que maintenant, il y a 8 pubs. Oui. 8, hein, c'est ça. Hein? 8, ouais. Comment vous avez fait des petits, finalement, on peut dire ça comme ça? Ça a commencé, la deuxième adresse, c'est nous qui l'avons ouvert par nous-mêmes. C'était 3 ou 4 ans plus tard, parce que c'était en 2016 qu'on a ouvert la deuxième succursale. Ça a été long parce que la première succursale était constamment pleine. Okay? C'était un bordel là, parce qu'on avait 2 heures d'attente à l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Oui, Et donc, nous, en tant qu'associés, on se disait, si on fait un deuxième, on ne peut pas le faire trop petit parce que juste avec la file d'attente, on le remplit déjà. Fait qu'on s'est dit, il faudrait le faire assez grand pour que la file rentre ainsi que d'autres clients. Et donc, on est parti sur cette idée-là. Et donc, le deuxième a été fait dans un vieux billard qu'on a reconsidéré, qui était donc très, très grand. Ça, c'est celui de Rosemont. Après, le troisième, c'est notre ami qui, lui, était gérant de la première adresse, qui nous a dit très gentiment, « Je suis prêt, je veux ouvrir ma propre succursale. » Et là, on a parti du modèle de franchise. Et c'est notre ami Guillaume Bilodeau qui est parti sur la première franchise. OK. Et suite à ça, les 4e jusqu'au 8e, ça a été des franchisés qui ont ouvert. Et ça nous a permis de se développer plus rapidement parce que c'est un modèle d'investissement qui demande à peu près $1 million canadiens là, pour pouvoir lancer le... Oui, tu peux t'en sortir un peu moins, là, mais si c'est autour d'1 million, tu as un beau Randolph. Là. Et là, vous êtes du coup présent dans combien de villes On est dans, québécoises? Mon Dieu, bonne question. Je dirais 7 villes parce qu'on en a 2 à Montréal. Oui, c'est ça, d'accord. On a beaucoup de demandes pour ouvrir. Là. C'est vraiment, c'est nous qui ralentit la cadence parce que il faut structurer. En ce moment, on est vraiment en mode de structurer notre réseau pour être capable d'en ouvrir plusieurs, une autre séquence d'ouverture plus agressive bientôt. Et justement, quand on veut ouvrir une franchise comme ça, quelles sont un peu les choses auxquelles il faut répondre? C'est-à-dire... Ben, le sens, il faut des entrepreneurs. C'est vraiment un aspect important parce que la personne doit gérer ses ressources humaines, elle doit gérer son argent dans son compte, donc s'assurer qu'elle a assez d'argent pour payer ses fournisseurs. Donc, le côté entrepreneurial, pour moi, c'est la partie numéro 1. Après ça, il y a une certaine côté de leadership. C'est-à-dire, il faut être capable d'inspirer son équipe avec de l'enthousiasme, de la passion. On est dans un domaine qui demande quand même une certaine passion parce qu'il y aura toujours un nouveau jeu à apprendre pour la semaine prochaine. Donc, ça vaut la peine d'avoir quelqu'un qui est inspirant et qui donne le goût au reste de l'équipe. Parce qu'on s'entend, nos animateurs ont entre 19 et 23 ans. Il y en a là, qui sont plus vieux, mais la majorité sont là. Et ils sont avec nous souvent 3 ans, le temps des études. On en a là, qui sont très, très joueurs, mais on s'est rendu compte avec le temps que nos meilleurs animateurs sont souvent les plus enthousiastes, les plus sociaux. On a un bon apprentissage à leur faire pour leur montrer une bonne centaine de jeux incontournables. OK. Oui, parce que c'est pareil, si on va d'un Randolph à l'autre, d'un pub à l'autre, il faut qu'on retrouve la même patte, j'imagine. Donc, il y a aussi des choses que vous imposez, une charte finalement à suivre. Exactement. Ouais, exactement. C'est moi qui ai bâti les règles d'animation qui sont devenues après ça des règles à suivre pour le réseau, effectivement. Voilà. Puis pour nous, c'est pas compliqué. Il y a une seule priorité, c'est le plaisir. OK. On s'en fout du reste, on s'en fout des jeux. Le plus important, c'est que le groupe ait du plaisir. Donc, on ne va jamais sacrifier le plaisir. On préfère aller dans un jeu plus simple s'il faut. On préfère changer de jeu. C'est ça qu'il faut faire pour que le groupe ait du plaisir. Oui, s'adapter, quoi. Et voilà. Et comment, à un moment donné, vous avez décidé, l'équipe, de se dire, nous aussi, on va éditer nos propres jeux? Ah, ça, c'est arrivé un petit peu par accident. Moi, je travaillais les soirs et les week-ends au Randolph. Donc, pendant le jour, j'avais un peu de temps libre. Avec ma copine, on a créé un premier prototype
qu'on a fait nous-mêmes, qu'on faisait jouer au bar. Les gens au Randolph avaient beaucoup de plaisir à jouer. Et ça a tourné, jusqu'à ce que ça devienne à peu près le jeu. Notre prototype est devenu comme le jeu le plus populaire du bar. OK. Et donc, Ça sent on s'est bon, dit, ça. ça serait peut-être bien qu'on fasse une petite impression pour lancer le projet, pour lancer ça. Et ensemble, on a déconné, on a fait des trucs. C'était vraiment moi et ma copine. À l'époque, ma copine travaillait chez Foxmind, qui est un autre éditeur québécois. OK. Donc, elle avait des notions de comment faire des jeux. On a lancé le premier projet, ça s'appelle l'Hostie de jeu. Et ça a été un gros phénomène, en fait. Alors, c'est quoi l'hostie de jeu? Parce que nous, on ne connaît pas. Ben, l'Hostie de jeu, c'est un générateur de blagues qui a le même système un peu que Blanc Manger Coco. OK. Donc, c'est une famille de jeux de déconne avec une mécanique assez simple. Nous, on a nécessairement écrit un paquet de blagues. Étant donné qu'on a un dialecte bien de chez nous, ben, les blagues étaient complètement déplacées dans notre langage à nous. C'est ce qui fait que rapidement, n'importe qui était québécois faisait comme wow, j'ai jamais vu cette façon de parler-là dans un jeu. D'accord. Parce qu'on n'est pas dans un français international du tout. Et donc, ça a eu un gros choc culturel à l'intérieur. Puis l'hostie de jeu, c'est littéralement l'appeler le putain de jeu. Là. Donc, c'est le même genre de force au niveau du nom. On a fait ça dans un packaging qui était en carotté noir et rouge. Donc, ça aussi, c'était visuellement très puissant. Donc, sans s'en rendre compte, on avait fait un objet culturel qui était extrêmement identitaire pour notre culture. Et donc, ça, c'est un beau projet. La particularité, c'est qu'à partir de là, on a répondu au téléphone. Donc, les boutiques ont commencé à appeler directement au bar pour commander des boîtes parce que leurs clients en voulaient. En sortant, ils voulaient aller acheter leur boîte. Voilà. Et nous, on a mis tout bêtement, tout naïvement, on a mis un employé à envoyer des boîtes aux boutiques. Et d'un coup, du jour au lendemain, on est devenu distributeur. Ben oui. Parce qu'aucun distributeur est venu nous dire « Ah, mais on peut vous aider. » Donc, on a dû le faire nous-mêmes. D'accord. Et tranquillement, mais sûrement, on est devenus nous-mêmes distributeurs. Oui, ça s'est fait vraiment de façon naturelle. Ah, oui. On n'était pas bons, là. Mais on envoyait les boîtes. On a structuré tout ça pour que ça fasse sens. Mais maintenant, c'est la plus grosse partie de l'entreprise, c'est la distribution maintenant. Donc, en tout cas, l'hostie de jeu, c'est le jeu, en tout cas, du Randolph. Quoi. Voilà, c'est vraiment made in Randolph. Oui, on en a fait plusieurs après. Ouais. Mais ça a été l'élément déclencheur qui a parti un peu tout ce côté-là de l'entreprise, qui est maintenant là, très important. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, maintenant, Randolph, c'est la branche pub, la branche édition et la branche distribution. En plein ça. Et aujourd'hui, ça représente combien d'employés, combien de personnes peut-être dans chaque branche? Enfin, tu saurais me dire un petit peu? À l'édition, j'ai une équipe de 5-6 personnes avec moi. En édition, on fait à peu près 4 projets par année. Un à envergure un peu plus internationale. C'est pour ça qu'en France, on voit à peu près un jeu de Randolph par année. OK. Après, je fais souvent 1 ou 2 projets en collaboration avec des artistes au Québec qui n'ont pas vraiment de connexion avec la France parce que c'est des gens que vous ne connaissez pas. D'accord. Et je fais souvent une boîte de TTMC par année parce que j'ai les droits sur le Canada. Et on fait aussi souvent une boîte de compléments pour un jeu qu'on a déjà fait. Donc, ça fait à peu près 4 projets par année. OK. Et en localisation, parce que chez Randolph, on fait les localisations de jeux internationaux. On a fait Trio, par exemple, pour le Canada. On a fait Flip 7. On a fait Esquissé, qui chez nous s'appelle Télestration. On fait à peu près une 12aine de localisations par année. D'accord. Et ça, c'est la branche édition qui gère aussi? Oui, on gère tout ça avec l'édition. Et donc, ça, c'est pour l'équipe édition. Ensuite, l'équipe distribution, on a bien sûr plusieurs représentants qui se promènent partout dans le Québec. On a une équipe de finance qui s'occupe de ça. On a une équipe de logistique qui s'occupe d'envoyer. Nécessairement, on a des commis d'entrepôt qui s'occupent d'envoyer les boîtes. La distribution, c'est un bon 25-30 personnes qui fait rouler le truc. Et en plus de ça, on a toute l'équipe de Scorpion Masqué qui est avec nous, qui nous crée un deuxième éditeur au sein du bureau. Vous êtes 2 studios, en fait. Exactement. Non, c'est ça, 2 studios d'achète, en fait. Oui. OK. Puis, à l'intérieur en fait, ce qui est bien en ayant ça, c'est qu'on a plein de ressources partagées qui nous permet de se payer des postes qu'on n'aurait pas pu se permettre si on était tout seul. À l'export, par exemple, à la coordo des productions, à des endroits clés où est-ce qu'on va gérer ça de façon commune. Okay. Mais au niveau de la direction des studios, ben là, Manu, il fait ses trucs de son côté. Moi, je fais mes trucs de mon côté. Puis de temps en temps, on va s'en parler, on va se donner des conseils pour améliorer nos projets respectifs. OK. Oui, ça, c'est bien. Ça peut se permettre de créer une synergie aussi entre les équipes.
les équipes aiment beaucoup parce que ça leur permet de vivre autre chose, de voir autre chose ailleurs. Donc, on s'entraide beaucoup. Donc, toi, aujourd'hui, tu es le responsable du studio Je suis le chef du studio pour chez Randolph. pour chez Randolph, ouais, c'est ça. Et aussi directeur du marketing pour tout le groupe. D'accord, ok. Voilà. Tu as eu plusieurs postes en fait, parce que donc, tu disais, tu as été finalement, fondateur, mais aussi animateur au Ouais. début. Tu as géré la distribution en fait, La pendant distribution, un temps? non, pas vraiment. Parce Pas que vraiment? on a toujours mis. Moi, j'ai toujours eu des gens en vente qui étaient meilleurs que moi. Moi, je m'entends très, très bien avec les représentants ou les vendeurs. Mais là, notre directeur des ventes, c'est lui qui s'occupe de toute la branche de distribution, puis il le fait super bien. J'ai la chance de les laisser s'amuser. Puis de temps en temps, je viens leur montrer un jeu qu'on a créé où on parle de stratégie pour le marketing. Et alors, qu'est-ce que ça a changé peut-être dans l'organisation, le rachat d'Hachette, justement? Chacun a ses studios, mais en gardant son identité. Pour le moment, là, c'est un partenariat, c'est-à-dire que Hachette et Randolph ensemble, on s'est associés pour leur racheter Scorpion Masqué il y a déjà 5 ans, à mon souvenir. Ouais. Et tranquillement, mais sûrement, on s'en va avec eux à plus long terme. Donc, je vous dirais que ça n'a pas changé grand-chose parce que moi, je continue mon quotidien exactement comme il était. Chez Scorpion, ils font des jeux comme il était. Les financiers sont plus présents dans l'optique où est-ce qu'il faut faire des budgets maintenant. Ce qu'on ne faisait pas nécessairement avant. Mais Ça a c'était quelque cadré plus peut-être. Oui, ça ouais. cadre plus les budgets et aussi ça nous met dans une famille. Donc, pour nous, c'est intéressant parce que ça nous donne des connexions avec Gigamic, par exemple, BlackRock. Donc, ça nous ajoute dans un écosystème qui est un peu plus sécuritaire que si on était électron libre. Donc, pour ça, je trouve que pour la pérennité des équipes, je trouve que c'est vraiment un avantage. OK. Oui, ça facilite forcément les liens pour distribuer au mieux les jeux aussi sur le territoire, j'imagine. Oui, exactement. Ouais. Du coup, toi, aujourd'hui, quelles sont tes missions finalement au quotidien? Sourcer des jeux qui vont devenir potentiellement des succès demain. Pour le Québec, ça se passe très bien. En France, on a déjà fait, par exemple, Littoral, qui a eu un très beau succès. Ça, c'est un beau pari qu'on a pris d'un auteur québécois qui a très bien fonctionné. On a aussi fait une patate à vélo, qui est une création de moi-même, que j'ai créée moi-même. Tu vois, ça, c'est une collaboration avec une artiste québécoise parce que c'est tiré d'un livre pour enfants. OK. J'en ai fait l'adaptation en jeu de société, puis ça s'est super bien passé. Donc, on essaie de faire un jeu par année qui va sortir du lot. L'année dernière, en 2025, on a fait Rolly, qui est une autre création de moi-même, avec laquelle on a eu un beau succès. Et là, cette année, je fais Shape It. Ça, c'est la nouveauté qui arrive? C'est la nouveauté pour 2026 de Thomas Dagenet. D'accord. Donc, le même auteur que des cryptos. Shape It, c'est un petit jeu très simple, avec quelques formes. On essaie d'illustrer une des cartes qui est sur la table. Et le challenge, c'est qu'il faut que tout le monde dise le même mot pour tenter de réussir la manche. Donc, il n'y a rien qui nous dit quel mot faire. Il faut juste essayer de bouger les formes de façon à ce qu'on dise tous le même mot à la fin. D'accord. Donc, un beau petit challenge. C'est super simple et je pense que ce jeu-là va bien fonctionner. J'ai déjà commencé à faire les démos aujourd'hui, puis ça a super bien été. Donc, ça va. Je pense qu'on a un beau succès. Sinon, de l'autre côté, j'ai une équipe de communication à gérer. Donc, avec l'équipe de com, on fait énormément de vidéos pour déconner dans l'univers de Randolph. Et on va gérer plusieurs canaux différents pour différents publics différents. Donc, on crée énormément de contenu pour communiquer sur les jeux. Et là, on communique, parce qu'on est au Canada, on va communiquer sur des jeux de Gigamic, parce qu'on les distribue sur les jeux de Scorpion Masqué. Okay. Et donc, on est vraiment sur plusieurs vidéos différentes en même temps. Et on va aussi nécessairement faire beaucoup de vidéos directement au Randolph pour inviter les gens à venir essayer les jeux au Randolph tant qu'à y être. Ah oui, donc tu fais aussi la communication finalement des pubs aussi. Enfin, c'est vraiment toute la gestion. C'est pas seulement la communication édition. Non, c'est ça. Non. Pour nous, Randolph au Québec, c'est connu. Tu peux le connaître à cause des jeux ou à cause des Randolph. Ouais. Mais pour nous, ce que j'explique à mon équipe, c'est qu'il faut toujours rassembler le casse-tête. Il y a 2 morceaux au casse-tête. L'édition et les pubs ludiques. Parce que la distribution, c'est du B2B, ça n'a pas rapport avec les gens ne connaissent pas ça. Donc, moi, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de mettre en scène nos jeux dans les Randolph pour qu'il y ait une connexion de « Ah, ben je vais aller l'essayer au Randolph » ou « Ah, je ne connaissais pas le Randolph ». Donc, de toujours faire cette association-là, c'est hyper important pour nous parce que c'est là où est-ce qu'on est différent des autres. C'est parce qu'on a nos propres établissements qu'on peut se démarquer. Et donc, vous êtes boutique aussi dans les pubs? On a des espaces boutiques dans les Randolph, mais c'est pas là où est-ce que les jeux vont se vendre le plus. On l'a déjà vécu dans le passé, même à l'époque où est-ce qu'on avait... on a déjà eu une boutique dans Villeray, dans Montréal, et qu'on a finalement vendu avec le développement de l'entreprise. Puis on se rendait compte que
On créait des mods sur des jeux, mettons Sushigo dans le temps. Mhm. On a créé un monstre avec Sushigo au Québec, mais on avait juste une succursale, puis on en vendait 350 à la boutique, puis on en vendait 12 dans le Randolph. Mais pourtant, D'accord. c'est comme si les gens, quand ils sont en soirée, ils sont pas dans le mode... Dans le en mode achat. C'est ça. Hmm. On sait très, très bien qu'on crée une répercussion dans le marché, mais les gens vont l'acheter plus tard. OK. Alors, j'ai vu qu'il y avait une nouveauté aussi, c'est la chaîne YouTube L'Entrepôt. L'Entrepôt ludique, oui. L'Entrepôt ludique. Ouais. Donc ça, c'est aussi... Alors, c'est pour voir un petit peu les coulisses, pour le coup, de Oui. la distribution. Enfin, on rentre dans les entrepôts. Tu peux m'en parler? Je cherchais avec une façon, disons, rigolote de présenter l'équipe de distribution sans que ce soit marqué distribution. Et je trouvais que l'entrepôt, c'était le bon angle parce qu'on a un talent à l'entrepôt. C'est notre chargé des comptes B2B qui est passionné, qui s'appelle Pascal. OK. Et j'ai proposé, hey, est-ce que ça te tente d'être le visage du compte en entrepôt ludique? Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui arrive à l'entrepôt pour que les gens puissent savoir à l'avance. Et c'est l'archiviste aussi du podcast. Et voilà, en plein ça, il a plusieurs casquettes. L'archiviste, pour ceux qui suivent le podcast de Martin et Martin, donc de l'autre Exact. côté du plateau, Ouais. c'est le fameux archiviste. Voilà, en plein ça. Mais ça, c'est un mystère. Là. C'était pas supposé se savoir. Là. Vous êtes, Ouais, je crois qu'on le sait maintenant. Il s'est révélé maintenant au grand public. Ah, voilà, c'est ça, exactement. Non, Pascal, c'était une soie. Pour nous, c'était de structurer du contenu autour de lui pour qu'il n'y ait rien d'autre à faire que de présenter les jeux. Puis moi, c'est mon équipe derrière qui vient s'occuper de faire la prise de la vidéo et bien sûr le montage après. Donc, c'est super chouette. Là. C'est un très beau projet. Et ça va nous permettre enfin de mettre en lumière ce qu'on fait dans l'ombre la majorité du temps. Et puis voir aussi effectivement à quoi ressemble un entrepôt pour Exactement. le coup. Parce que alors, ça représente quoi l'entrepôt de Randolph en termes de place, en termes de là, on vient boîte? de déménager, donc c'est quand même assez gros. Ouais. En mètres carrés, je peux pas vraiment dire, mais on a triplé notre espace avec l'ancien. Là, on a un vrai entrepôt, là. Ah, OK. C'est assez grand, c'est plusieurs palettes de haut. Donc, on est très là, on est content. Là, on a enfin un entrepôt qui va nous permettre de bien servir nos clients. À chaque fois qu'on déménageait, il y avait toujours un problème. Mais là, je pense qu'on a tout en place pour réussir. Là. Et vous êtes basé où du coup? L'entrepôt est à Montréal? Oui, l'entrepôt est à Montréal. C'est un peu dans le nord. OK. Parce que les entrepôts, c'est assez gros, fait qu'on ne veut pas être au centre-ville. On a déjà été plus proche du centre-ville, mais c'était pas une bonne idée parce que les camions ont de la difficulté à circuler. Mais où est-ce qu'on est là, tout est bon. On n'est pas si loin du métro, donc ça permet à toute l'équipe de se réunir parce qu'on a les entrepôts et les bureaux dans le même bâtiment. OK. Petite précision. Début avril, le nouvel entrepôt de Randolph a subi un important incendie. De gros dommages matériels ont été déplorés. Cet événement a eu un impact sur la branche distribution. Je souhaite à toute l'équipe de se remettre rapidement de ce coup dur. Donc, du coup, la chaîne YouTube s'appelle L'Entrepôt. tout En fait, simplement. on n'est pas encore sur YouTube avec vous êtes l'entrepôt pas sur ludique, YouTube. mais on est sur TikTok, Instagram et Facebook. Ok, Parce alors que, c'est sur Facebook que je l'ai vu alors. Oui, mais on va ouvrir probablement le YouTube bientôt parce qu'en fait, on le fait en format vertical. Ce serait en short là, qu'on le publierait sur YouTube. Là. Alors, tu l'as dit un petit peu, tu as une casquette d'auteur, effectivement. Oui. Là, tu as créé combien de jeux alors, du coup? Je suis peut-être à 5-6. OK. Autour de ça. Ben, en tant qu'éditeur, on donne beaucoup, beaucoup d'aide là, quand on crée des jeux. J'ai beaucoup d'implications dans tous les jeux qu'on a édités nécessairement. Mais en création, c'est plus par manque de temps de développer mes propres projets et aussi par enthousiasme des concepts que j'ai devant moi. Parce que des fois, j'ai des jeux derrière ma tête. Mais là, je fais ah ouais, mais celui-là, il est plus intéressant. Fait on va faire lui. Et après, je ferai mon jeu à moi. Et pour Oli, ben, je t'ai rendu là un peu dans la séquence de développement. C'est-à-dire j'avais assez poussé loin que c'était mon tour. OK. C'était mon tour. Allez, on rentre Ouais, dans le c'est ça. catalogue. Exactement. Alors, Rolly, tiens, justement, tu peux nous parler un peu de son histoire. Alors, peut-être déjà le pitch pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et puis, effectivement, comment est né ce jeu? C'est une vieille histoire. Donc, dans Rolly, on lance 2 dés. Il va y avoir 2 valeurs sur les dés. Et on prend le billet de la valeur qu'on veut. Donc, je peux prendre un 2 ou un 10. Et je prends littéralement un billet qui est au milieu de la table que je mets devant moi. On continue comme ça pour chacun des joueurs parce qu'on joue dans le tour de tous les joueurs. Donc, dès que les dés sont lancés, on a le droit de prendre un billet. À un moment donné, je veux peut-être arrêter parce que si on lance une paire en jeu, tout le monde qui est encore en jeu va exploser et donc remettre ses billets au centre. Ce qu'on appelle dans le jeu mon Dieu, j'ai oublié le terme là. Parce que Stop ou encore? Non, oui, c'est un top ou encore, mais dans le Ouais. sens que l'explosion, c'est un crash. Un crash. C'est ça. Je cherchais mon terme que j'ai mis. Donc, il y a danger de crasher. Il faut faire attention à ça. Il y a une tension, mais on joue tout le temps dans le jeu. On n'a pas besoin d'attendre son tour. Si j'ai gardé mon argent, ben c'est parfait. Je pourrais les conserver jusqu'à la fin de la partie.
L'enjeu, c'est que chaque voleur a une majorité liée. Il y a même des billets de -5 qui me permettent de gagner la majorité la meilleure du jeu, qui est la majorité de 100 points. Mm. Donc, c'est là où est-ce qu'il y a tout un dilemme dans le jeu de pourquoi je prends un billet, c'est pour aller choper les majorités à Exactement. la fin de la partie et surtout en avoir plus que quelqu'un d'autre qui va me permettre d'aller lui enlever sa majorité, en fait. En réalité, il y a beaucoup plus de profondeur qu'on y pense parce que au début, on pense que c'est juste un juste point encore, mais en réalité, il y a une métaphore de jeu de majorité qui se cache derrière. Ouais. Donc, Oui, c'est très malin. Puis c'est très ambiance, quoi. voilà. Ouais, l'ambiance est très, très bonne autour de la table. C'est très simple. Moi, j'ai créé ce jeu-là il y a plus de 15 ans. Ah oui, C'était avant Randolph. C'était quand j'étais un travailleur autonome. d'accord. Donc, j'ai créé la mécanique de base de je lance 2 dés et je fais un choix binaire entre l'un ou l'autre. J'ai bâti mon jeu autour de ça et il a dormi pendant à peu près 12 ans. Mhm. Avant le Randolph, je ne me considérais pas auteur de jeu. Je me considérais pas que j'avais le droit de m'appeler auteur de jeu D'accord. parce que c'est une question de confiance. Un peu le complexe, quoi. Oui, effectivement. Imaginons qu'on est en 2010, ça faisait 4 ans que j'étais dans l'industrie. Pour moi, c'était comme encore trop. J'étais trop jeune. Mm. Et donc, j'ai laissé le jeu Maturer, en fait. maturer. Ouais, disons ça comme ça, ou je l'ai complètement oublié. Et éventuellement, quand j'ai retrouvé des boîtes au bureau, j'ai retrouvé mon Protro. Et là, je l'ai montré à les membres de mon équipe. J'ai fait ah, mais ça, c'est un jeu que j'ai fait il y a 12 ans. Et mon équipe, on a commencé à jouer. Et là, tout le monde. C'était la folie autour de la table. J'étais comme, oh, wow. Puis là, il était comme, hey, on continue. Puis là, toutes les 5 à 7 qu'on faisait au bureau, j'améliorais le jeu un peu parce que moi, quand la partie était terminée, je voyais que les problèmes. Mm. Fait que là, ça me restait dans la tête. Et la prochaine fois qu'on jouait, j'étais comme, ah, j'ai peut-être fait ci, j'ai peut-être fait ça. Et on améliorait tranquillement, mais sûrement, j'ai amélioré mon jeu. Je l'ai terminé avec des idées nouvelles. Pour te donner un exemple, c'est à l'origine, c'était un jeu tour par tour. Et à un moment donné, j'ai voulu casser ça parce que je trouvais que l'époque où des jeux maintenant, ce n'est plus tellement à la mode, les jeux à tour par tour. Fait que je préférais casser ça pour que tout le monde joue en même temps. Ça a provoqué plein de problèmes, mais ça en a réglé aussi beaucoup qui était, il y a moins de... On n'attend pas son tour, en fait. On joue constamment. Fait que, donc, ça donne une idée de où c'était parce que à l'époque, il n'y avait pas de problème avec ça, mais maintenant, on est rendu ailleurs. Bien sûr, oui, il y a l'air du temps, il y a ce qui évolue et ce qui se modernise. Voilà. Et du coup, là, quand tu l'as ressorti, il a fallu le travailler, effectivement. Vous avez aussi des équipes qui gèrent tout ce qui est graphisme, illustration, etc. en interne? Les illustrations, ça dépend des jeux. Mais au niveau du graphisme, c'est Fanny qui est notre graphiste chez Randolph, qui est la graphiste attitrée pour l'édition. D'accord. C'est vraiment elle qui fait là, toute la patte. Là. Donc, on la reconnaît dans Littoral. Un beau style. Moi, j'adore ce qu'elle a fait pour ce jeu-là. Après, c'est aussi elle qui a fait Rolly. C'est très bien, c'est très léché, c'est très clean. Nous, chez Randolph, on aime beaucoup le graphisme, quasiment plus que l'illustration. Donc, c'est pour ça j'ai tendance à aller plus en graphisme qu'en illustration la majorité du temps. De temps en temps, sur les projets, on va aller chercher un illustrateur, mais c'est plutôt rare, en fait. Donc, avec Fanny, on développe toute l'identité ensemble. Ça se passe super bien. Là. Et alors, quelle sorte de jeu tu cherches, du coup, quand tu disais que tu sources effectivement des jeux? Vers quoi tu veux tendre? Enfin, quel est l'ADN? Oui, l'ADN, on l'a un peu découvert par essai et erreur. Mais clairement, là, je te dirais, jeu de cartes, jeu de dés, jeu de party, jeu d'ambiance. C'est vraiment ça, l'ADN. Ça peut être autre chose, mais les mots-clés, c'est universel. Donc, universel, pour moi, c'est plus clair que tous âges parce que un Rolly, là, un groupe de personnes âgées peut jouer ensemble et ils vont trouver ça drôle. Pour moi, universel, c'est n'importe qui peut jouer. Universel, c'est très important. Il y a aussi une question de socialisation qui est au cœur des valeurs Randolph. Donc, c'est pour ça que des fois, on va faire des sacrifices au niveau de la complexité ou de la stratégie parce que ce n'est pas là qu'on se trouve chez Randolph. Le côté socialisation est plus important que la stratégie. Donc, on va aller... Si c'est ça qui va faire qu'on va gagner en socialisation, on va aller dans cette direction-là. OK. Donc, ça, c'est l'autre aspect important. C'est pour ça qu'on ne va pas nécessairement faire n'importe quoi en jeu de cartes, mais on va faire quelque chose qui va créer une bonne ambiance autour de la table. Et c'est pour ça que Shape It est exactement là-dedans. On a un petit concept intelligent, une forte socialisation. On est au bon endroit. OK. Et là, par exemple, présentement, sur Cannes, tu es en recherche, justement, du... C'est drôle parce que, étonnamment, je pense que je suis un des seuls éditeurs que je connais qui n'est jamais en recherche. Parce que je suis tout le temps en mode, j'en ai trop. OK. J'en ai pas de besoin. Je fais toujours surprendre avec un auteur qui m'arrive avec un truc. Je fais, ah ouais, non, mais OK, genre, ouais, lui, OK. Lui, c'est correct, je vais le faire.
Mais jamais, ça fait des années que je suis en recherche, en fait. D'accord. Mais on me sollicite quand même. Tu restes, on va dire, ouvert, mais Oui, voilà. exactement. Mais J'aime pas me faire forcément. surprendre, mais je ne suis pas en sollicitation. Je suis aussi content que, jusqu'à présent, éditer que des auteurs québécois. J'en édite une américaine, une autrice américaine cette année pour la première fois. OK. Mais je trouve que c'est intéressant parce que nos auteurs québécois sont pas nécessairement. Pour eux, c'est compliqué de venir en France pour Mhm. rencontrer des auteurs français ou même les Américains. Et ils ont besoin d'un coup de main. Puis moi, je suis là. C'est des amis, donc c'est pas compliqué. Là. Je sais leur truc. Je fais ah ouais, mais ça, c'est bon, ça. Et donc, c'est plus simple comme ça. Et alors, je crois qu'il y a eu aussi de l'édition de jeux un peu plus en termes de commandes. Je me souviens qu'on s'était vu pour Miller Zoo. Alors, je ne sais pas si Oui. ça, c'était un zoo qui vous Oui, avait contacté. exactement. Ouais. Ça, c'était c'est la seule fois qu'on en a fait quelques-uns comme ça, mais c'est le plus gros défi qu'on a fait OK. au niveau de la commande, parce que là, j'ai demandé à Thomas Dagenet, hey, il y a le zoo qui nous a contactés, est-ce que ça t'intéresserait de développer un jeu autour de ça? Mhm. Je suis vraiment content du résultat qu'il a fait. Au niveau de la création, c'est un moteur que j'adore. Je pense qu'il pourrait même être répété dans d'autres concepts ailleurs. Le moteur de jeu est vraiment très bon. Donc, Miller Zoo, ça a été une belle réussite. Pour nous, qui a été un gros défi parce que c'était la première fois qu'on faisait un jeu évolutif, un jeu coop de stratégie. Donc, pour nous, ça a été beaucoup d'apprentissage. Mais à la fin, on est plutôt content d'avoir passé au travers, puis ça nous a fait voir d'autres choses. Ouais, c'est comment on soigne les animaux. Et là, c'était vraiment le zoo existe réellement et Exactement. le vendent dans leur boutique, c'est ça? Oui, effectivement, parce que les mots-clés de ce zoo-là, c'est l'accueil, sauvegarde. c'est le refuge, Ouais. et c'est prendre soin des animaux. Ben, c'est les deux actions principales qu'on va faire dans le jeu. Fait que c'est ça vraiment qui a créé, donner la direction de comment on allait créer le jeu. Mais un beau petit jeu. Oui, et puis, puis effectivement, ça évolue, ça devient de plus en plus complexe, gérer les crises, etc. Oui, Notre fille est fan, donc on avance bien dans les enveloppes. super. Ok, donc ça, c'était plutôt anecdotique. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas forcément le genre de projet que vous menez. Ben, tu vois, après coup, on s'est rendu compte que si c'était à refaire, je le referais peut-être plus simplement pour qu'ils soient encore plus accessibles. D'accord. Parce que pour nous, ça a été vraiment un beau challenge, beaucoup d'apprentissage, mais à la fin, c'est pas exactement un jeu Randolph. Selon les critères que j'ai appris, là, je veux dire, c'est en le faisant qu'on s'en est rendu compte. Alors aujourd'hui, avec le recul et puis toute cette évolution, c'est quoi ton regard sur cette évolution de Randolph depuis 2012, quand tu t'es lancé? Je sais qu'on peut ouvrir plus de Randolph, ça c'est sûr et certain. Il y a de la demande et les gens sont très contents de venir au Randolph. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est mon premier bébé, le Randolph. Hein? C'est en quelque sorte ma première création. Fait que ça, je suis hyper content. Après, c'est de trouver un jeu qui va, en tant qu'éditeur, percer mondialement. Parce que là, on a des très belles réussites sur le Québec, sur le Canada. Mais j'ai bien hâte d'avoir mon petit jeu à moi là, qui fait le petit twist universel. Ouais. Qui va marquer le monde entier, pourquoi pas, mais je me laisse du temps, là, je ne suis pas pressé. Je te le souhaite. Et en tout cas, les pubs ludiques, ça a été quand même quelque chose... vous avez créé le concept, en fait, parce que nous, on n'avait pas en France encore il y a quelques années. Non. Ça a traversé l'Atlantique, je pense. Ouais. Et dans l'idée, vous aimeriez, à un moment donné, passer les frontières du Québec, justement, pour développer le concept aussi Randolph ailleurs? Oui, mais c'est pas une obligation pour moi, parce que, on s'influence. Fait qu'effectivement, quand j'ai vu qu'il y avait des imitations de Randolph déjà en France, j'étais comme, bon, ça va. Les Français vont goûter au concept. C'est pas exactement comment nous, on l'aurait fait, mais c'est pas très grave non plus. Donc, moi, je suis bien à l'aise avec ça. Si ça arrive un jour que l'occasion se présente, pourquoi pas? Mais c'est pas dans mes priorités à court terme ou à moyen terme. Je préfère me concentrer sur le Canada et potentiellement les États-Unis avant de traverser l'océan quand même. Alors, si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Du compétitif, du coopératif, du solo, du duel, du semi-coop? C'est une bonne question. Je pense que j'ai pas le choix d'aller en compétitif parce que j'adore les jeux coop pour l'ambiance, mais je suis un gros fan de jeux de pli. Ouais. J'ai joué beaucoup à The Crew, mais à la fin, je préfère les jeux de pli compétitifs. OK. Donc, pour cette raison, je vais garder compétitif parce que je me verrais mal ne plus jouer à des jeux de pli en compétition. Et c'est là peut-être où on a les meilleurs moments, justement, où on se charrie, où on se taquine. Ouais. Okay. C'est bizarre, mais je ne serais pas capable de faire le sacrifice. C'est mon point faible. OK. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu? Ah, le stop ou encore, 100%. OK. Je pourrais jouer que ça. C'est vrai? Ah ouais. Je m'en fous du reste. OK. La gestion des ressources, c'est drôle, mais le stop ou encore, c'est
c'est le mieux du mieux. Et tu vois, tu me parlais de Rolly, du coup, ça Oui. c'est un jeu donc, qui date, tu disais, mais est-ce que c'est ton premier jeu? Non? En création, je pense que j'ai peut-être eu d'autres idées que j'ai jamais fait, là. D'accord. Mais c'est dans mes premières, ouais. C'est dans tes premiers. Ouais, Ok. ouais. L'autre question, c'est si tu étais une thématique de jeu, Ouais, laquelle serais-tu? casino, je pense. N'importe quoi casino. Ok. Ouais. Bah, ça va avec le Poker Luck. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ouais, il y a comme une. Tu sais, Las Vegas, j'adore. À chaque fois qu'il y a un truc avec. Ça me titille. Je fais, ah, c'est quoi ça? Donc, Alors, je trouve ça un peu dans Rolly, effectivement. Oui, ce c'est ça. côté un peu, ouais. C'est très personnel comme projet. Mais ouais, plus que tous les autres, ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'universel qui m'attire automatiquement. Ouais. Ok. Alors, c'est peut-être un peu plus dur comme question, mais pose la question aux auteurs. Donc, t'en es un, donc je peux te la poser. Si tu étais un illustrateur, Oui. tu penses que tu pourrais être qui? Aïe. Plus complexe, effectivement. Aïe. Ah, c'est pas simple. Je vais aller pour Marie Cardois, juste parce que le premier Dixit m'a un peu jeté par terre. C'est vraiment une grosse innovation au niveau de l'illustration. Je pense que je resterais dans l'univers du Dixit numéro 1 pour le reste de mes jours sans problème. Ok. Parce que toutes les cartes sont tellement des beaux souvenirs que j'aurais pas de misère à rester là. Eh bien, super. Je te remercie. Et puis, dernière question qui n'est pas portrait chinois, mais c'est plus pour un prochain podcast. Ouais. Qui je pourrais interviewer dans le milieu ludique qui pourrait être intéressant? À qui tu donnes la patate, comme on dit chez nous? Intéressant. Il faudrait que ce soit un confrère du Québec, ça, c'est sûr. Ah voilà, pourquoi pas? J'hésite. Je réponds à moitié à ta question parce qu'il y a un trio d'auteurs au Québec qui s'entraident. Ça pourrait être une bonne idée de les faire les trois en même temps, mais c'est Brian Burgoyne, qui est l'auteur de Littoral. OK. Marc Larivière, qui est l'auteur de Very Badlands, qu'on a sorti l'an dernier, et Thomas Dagenet. OK. C'est trois auteurs qui coopèrent ensemble à tous les semaines. Ils se font des rendez-vous. Donc, pour eux, c'est un trio magique, là. Donc, je pense que un des trois ou les trois ensemble, Ils ont ça serait créé super. ensemble déjà des jeux? Non, il n'y a rien en co-auteur. Ils font des projets séparés, mais ils s'entraident pour le développement. Et il y a des bureaux d'auteurs aussi, justement, au Québec? Des quoi? Des bureaux d'auteurs, ce qu'on appelle des rassemblements d'auteurs. Oui. Il y a des regroupements, ils s'appellent le Protofest, OK. qui sont très dynamiques. Donc, moi, je m'en vais là tranquillement, j'attends rien, puis boum, il y a un jeu magnifique qui me tombe dans la face, puis là, je fais « Ah, merde! » Il faut les faire venir au Festival de Cannes l'année prochaine. Hein. Brian, il est allé à Toulouse pour le lancement de Littoral, et Marc était là l'année dernière pour Very Badlands. OK, écoute. Alors, tu sais, moi, je vais au Québec au mois de juillet. Voilà, ça sera l'occasion. Écoute, merci beaucoup pour ce moment. Ça fait plaisir. Et on va terminer le podcast comme on fait habituellement aussi sur les vidéos de la chaîne YouTube. Alors, à la trentaine de jeux édités chez Randolph. Tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce moment, je vous invite à laisser un commentaire sur Instagram ou la chaîne YouTube Tu joues ou quoi. Pensez aussi à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Tu joues ou quoi.